Bonjour tout le monde. Donc le cinquième chapitre de ce module, le module Management des ressources humaines, porte sur la rémunération. Donc dans ce chapitre, nous allons voir une petite définition de la rémunération. Ensuite, on va voir les objectifs de la rémunération. Et on va décrire le système de rémunération. Donc c'est un système qui est censé être un système dynamique à 3 composantes qu'on va examiner. Et puis on va voir les différents types de salaire. Après quoi, on va voir les composantes du salaire, ainsi que les deux grands volets de la gestion de la masse salariale. Tout de suite, on va commencer par cette petite définition de la rémunération. Donc la rémunération peut être définie comme l'activité qui consiste à évaluer la contribution des employés à l'organisation afin de déterminer leur rétribution monétaire et non monétaire, directe ou indirecte, en accord avec la législation existante et la capacité financière de l'organisation. Donc, dans cette définition, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord qu'il y a cette comparaison entre la contribution de l'employé et la rétribution qu'on va lui accorder en fonction de sa contribution. Ensuite, on voit qu'il y a deux types de rétribution. Il y a deux typologies. Dans la première typologie, dans la première classification, il y a une rétribution monétaire et non monétaire, et puis il y a la rétribution directe et indirecte. Donc, et tout ça doit être fait dans le respect de la réglementation en vigueur et en tenant compte de la capacité financière de l'entreprise. En ce qui concerne les objectifs de la rémunération, l'entreprise doit élaborer un système qui sera compatible avec les objectifs fixés en la matière. Ainsi, le choix d'une politique de rémunération plutôt qu'une autre dépend de la nature des objectifs tracés par l'entreprise. Parmi les principaux objectifs visés par la rémunération, nous pouvons citer l'acquisition des ressources humaines compétentes, et ce, en proposant une rémunération comparable, voire supérieure à celle pratiquée sur le marché du travail. Ainsi, l'entreprise a toutes les chances d'attirer les meilleures compétences existantes sur son environnement. Deuxième objectif, la prévention contre la discrimination. Donc, la rémunération doit être équitable sur les plans internes et externes de l'organisation. À cet effet, aucune discrimination ne devrait exister à l'égard des minorités visibles en termes de sexe, en termes de couleur, en termes d'appartenance géographique, en termes d'appartenance religieuse. C'est-à-dire, un homme et une femme qui occupent le même poste doivent absolument toucher le même salaire. Et puis, il ne doit pas y avoir une discrimination en termes de couleur, c'est-à-dire on paye le blanc plus que le noir, ou bien le noir plus que le blanc, ou bien l'asiatique plus que l'africain, ou toute autre forme de discrimination. Troisième objectif, la conservation des ressources humaines compétentes. Donc, pour conserver ces ressources humaines performantes, l'entreprise doit offrir des rémunérations comparables à celles pratiquées sur le marché du travail et qui prennent en considération les qualifications de chaque salarié de l'organisation. Quatrième objectif, la motivation des ressources humaines. Donc, un système de rémunération motivant doit viser à élaborer un mécanisme de rétribution sous forme de primes, d'incitation ou d'intéressement pour récompenser les salariés qui œuvrent dans le sens des objectifs de l'organisation. Un autre objectif, aussi important que les autres, c'est le respect de la législation et la rationalisation. Donc, toute structure de rémunération établie doit être gérée en respectant la législation en vigueur.
en respectant aussi la convention collective, en respectant aussi le contrat de travail. Donc, un système de rémunération doit absolument respecter la réglementation en vigueur. La rémunération doit aussi viser à respecter la rationalisation des coûts de l'organisation, d'où la nécessité d'un contrôle qui apporte sûrement l'amélioration à l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire la masse salariale ne doit pas nuire à l'équilibre financier de l'entreprise. Le schéma que vous voyez fait ressortir clairement les trois conditions d'équilibre d'un bon système de rémunération. Donc il y a des conditions à respecter pour élaborer un système de rémunération performant. D'abord, il y a l'équilibre interne, c'est-à-dire l'équité à l'intérieur de l'organisation, la justice, un système qui dépend des performances individuelles et collectives. Donc ça, c'est l'équilibre interne. Et puis, il y a l'équilibre externe. Donc, l'équilibre externe, c'est, en résumé, c'est proposer au moins la même rémunération proposée sur le marché du travail, si ce n'est plus. C'est pour être compétitif et pour pouvoir attirer les meilleures compétences pour l'organisation. Et troisièmement, l'équilibre financier de l'organisation. Là, il s'agit de la masse salariale et son impact sur l'équilibre financier de l'entreprise et sur sa trésorerie. Donc tout ça, c'est les composants du système de rémunération et on doit tenir compte de l'évolution dans le temps, des augmentations de salaire, des promotions. Parfois, on doit tenir compte aussi de certaines augmentations, telles que l'augmentation de certaines primes, par exemple la prime d'ancienneté. Parfois, on donne 1% pour chaque année, 1% ou 2% pour chaque année travaillée au sein de l'entreprise. Donc, 2% dans une entreprise qui emploie 1000 ou 2000 personnes. Donc ça va donner une augmentation importante par la suite. Donc, l'interaction entre ces trois composantes lui confère au système de rémunération un caractère évolutif et complexe. Cependant, en dépit de cette complexité, les responsables doivent s'attacher à définir des règles de variation des salaires aussi simples que possible, et ce, pour susciter les salariés dans la réalisation des objectifs tracés par la politique de rémunération. C'est-à-dire, les règles de l'évolution des salaires doivent être claires pour les employés, pour permettre la compréhension de ces évolutions et ainsi susciter leur motivation. Pour les différents types de salaires, donc on peut distinguer le salaire au temps passé, le salaire au rendement et le salaire à la tâche. Le salaire au temps passé consiste à verser une somme fixe en échange du travail effectué. Donc, il s'agit donc d'un salaire mesuré en fonction du temps passé à réaliser le travail exigé. Donc la qualité et la quantité du travail sont supposées être en conformité avec les normes établies, c'est ce qu'on suppose. Bon, le salaire au temps passé peut être un salaire à l'heure, un salaire mensuel, des appointements mensuels et forfaitaires. Bon, le salaire à l'heure, donc consiste, donc c'est un type de salaire souvent utilisé, salaire à l'heure, dans lequel le collaborateur est rétribué en fonction du nombre d'heures effectuées. Donc c'est un taux horaire multiplié par le nombre d'heures. Donc il est couramment utilisé pour certains travaux
peu qualifiés, exemple les saisonniers, les travailleurs agricoles. Il peut être utilisé aussi pour des travaux très qualifiés. Exemple, les consultants, ils sont payés à l'heure. Les enseignants vacataires, ils sont payés à l'heure. Parfois les avocats, etc. Donc ça, c'est le salaire à l'heure. Il y a aussi le salaire mensuel. Donc c'est un type de salaire très utilisé dans les entreprises algériennes. Le collaborateur reçoit chaque mois 1/12 de son salaire annuel, auquel se rajoutent, le cas échéant, des heures supplémentaires et des compléments divers. Les compléments, c'est les primes diverses. Donc, toujours dans la catégorie salaire au temps passé, il y a les appointements mensuels et forfaitaires. Donc, il s'agit d'un salaire mensualisé, forfaitaire, pour lequel le calcul des heures supplémentaires n'est pas pris en compte. C'est-à-dire, vous avez votre salaire mensuel et on ne va pas prendre en considération et on ne va pas comptabiliser les heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que ce genre de salaire est courant pour les cadres. Pour lesquels les horaires réels hebdomadaires dépassent largement les horaires prévus dans le code de travail algérien et qui est de 40 heures par semaine. Quand on est cadre, on est appelé à travailler parfois 50 heures et parfois même plus, jusqu'à 60 heures par semaine, mais sans tenir compte des heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que vous avez déjà votre appointement mensuel forfaitaire. La deuxième catégorie de salaire, c'est le salaire au rendement. Donc c'est un type de salaire qui a été imaginé par Frédéric Taylor dans un système d'organisation rationnelle. Ce n'est que la forme la plus élémentaire du salaire individualisé. Donc, ce type de salaire a été développé dans des circonstances où la méfiance de l'entreprise à l'encontre des collaborateurs existe. C'est-à-dire, ça correspond à la situation où l'entreprise se méfier des travailleurs et donc elle les rémunère que sur la base de ce qui a été réalisé effectivement. Donc là, on trouve le salaire à la pièce qui correspond au prix convenu entre le patron et l'ouvrier pour des travaux à effectuer. Et ce, quel que soit le temps passé. Donc, c'est-à-dire, vous avez fabriqué 10 pièces et vous avez le droit à 100 dinars par pièce, c'est 100 fois 10, donc 1000 dinars, et ça s'arrête là. Donc, il y a aussi le salaire à la prime. Donc, cette forme de salaire consiste à rajouter au salaire de base une prime qui peut être basée sur des critères tels que l'économie du temps réalisé, la qualité, le présentisme. Donc ce type de salaire a eu tendance à se développer pour motiver les salariés, notamment sur les aspects qualité. C'est-à-dire vous avez votre rémunération et puis on vous donne une prime en fonction de certains critères. Il y a aussi le salaire à la commission. Donc c'est un type de salaire très classique pour les postes commerciaux où le titulaire est directement intéressé au chiffre d'affaires réalisé. Donc, on vous donne un pourcentage, ou bien on donne au commercial un pourcentage du montant des ventes réalisées, avec cependant, bien sûr, un minimum garanti. Troisième type de salaire, c'est le salaire à la tâche. Donc, ce type de salaire est particulier car il s'agit d'un montant forfaitaire négocié à l'avance entre le collaborateur, donc c'est souvent un collaborateur externe, et l'entreprise.
Il est fréquemment utilisé dans le cas des tâches, missions, très spécialisées et qualifiées, confiées à des spécialistes externes. Par exemple, la conception d'une organisation, par exemple, la réalisation d'un projet au profit de l'entreprise, etc. L'essentiel dans ce genre de salaire tient au résultat du travail et non aux moyens utilisés pour le réaliser. C'est-à-dire, une fois la tâche réalisée, on vous donne le montant négocié au départ, c'est-à-dire avant le début des travaux relatifs à la mission. Donc, les diverses formes de salaire précédemment citées renvoient à des choix que fait l'entreprise en prenant en considération les contraintes légales et surtout sa politique salariale. Par ailleurs, il est à noter que les salaires au temps sont faciles à calculer, mais souvent peu équitables car ils ne traduisent pas la quantité et la qualité du travail fourni. D'accord ? Donc, le salaire au temps passé, donc vous avez 40 heures par semaine, vous êtes présent 40 heures par semaine, vous touchez votre salaire. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pendant ces 40 heures? Dieu seul le sait. Et on a souvent vu des employés qui ne font absolument rien et qui touchent le même salaire que des employés qui font tout le travail à la place des autres. Inversement, les salaires au rendement sont beaucoup plus équitables car leur montant est directement lié à la contribution de chaque collaborateur. Mais ils ont conduit à des abus qui ont amené les organisations à privilégier des types de salaires au temps. Donc, les salaires basés sur le rendement sont équitables, oui, mais ils posent des problèmes de l'autre côté. Pourquoi? Parce que parfois ils conduisent à des abus, c'est-à-dire je vous fixe des objectifs. Bon, vous les réalisez, vous touchez votre salaire, les objectifs sont revus à la hausse, à chaque fois ils sont revus à la hausse et ça conduit les travailleurs à des difficultés pour réaliser les objectifs à la fin. Les salaires sont composés du salaire de base contractuel auquel s'ajoutent les différents compléments et suppléments de salaire et puis il y a aussi les différentes retenues. Pour le salaire de base contractuel, donc la première ligne de tout bulletin de paye ou bien la fiche de paye mentionne en règle générale le montant de la rémunération contractuelle de base. Donc, cette rémunération contractuelle de base est synonyme de salaire fixe lié à un emploi régulier. En fait, la détermination de salaire de base est souvent liée à l'élaboration du grille des salaires. C'est-à-dire, généralement, dans les entreprises, on trouve une grille de salaire qui mentionne quel est le salaire de base pour chaque poste et comment évolue ce salaire de base horizontalement et verticalement. Horizontalement, c'est-à-dire à travers le temps, chaque 2 ans, ou bien chaque 3 ans, ou bien chaque année, de combien évolue le salaire de base. Et verticalement, l'évolution verticale est associée souvent à un changement du poste de travail. Les compléments et les suppléments de salaire, la deuxième composante de la rémunération, correspond à tout ce qui peut faire varier le salaire de base au-delà du minimum contractuel. Donc la différence essentielle entre les compléments et les suppléments, donc c'est pas la même chose, complément de salaire et supplément de salaire, la différence réside dans le fait que les premiers, c'est-à-dire les compléments, ne sont pas associés à un résultat, donc ils peuvent être légaux ou devenus un avantage acquis. Par exemple, la prime de panier, la prime de transport. À l'inverse,
les suppléments de salaire sont toujours tributaires d'un résultat. Par exemple, la prime de rendement individuel, la prime de rendement collectif. Donc, ce sont des primes associées à un résultat. Ce sont des primes associées à un résultat. La troisième composante du salaire, c'est les retenues, les différentes retenues. Donc, elle renvoie à ce qui est convenu d'appeler les prélèvements sociaux ou les prélèvements fiscaux. Prélèvements sociaux, par exemple, la retenue de la sécurité sociale qui correspond en Algérie à 9% du montant cotisable. Donc, pour la sécurité sociale, elle vise à couvrir la maladie, la retraite, les accidents de travail, etc. On peut trouver aussi dans certaines entreprises la retenue envisagée pour les mutuelles, pour certaines mutuelles, donc certaines entreprises. Donc c'est une forme d'assurance complémentaire. Donc ces retenues diverses ont la spécificité de concerner tant l'entreprise que le collaborateur, puisqu'on distingue les cotisations patronales des cotisations des salariés. En Algérie, le salarié est censé verser 9% du montant cotisable. L'employeur, de l'autre côté, est appelé à verser 25% du montant cotisable. D'ailleurs, raison pour laquelle on appelle ça cotisation sociale. Cotisation sociale parce qu'elle implique aussi bien l'employeur que l'employé. La masse salariale est un élément déterminant dans les politiques de rémunération puisqu'elle est directement liée à la gestion économique et sociale de l'entreprise. Donc, il y a une gestion économique de la masse salariale. Pourquoi ? Parce que selon le type d'activité de l'entreprise, les frais du personnel peuvent représenter de 20% jusqu'à 80% des charges de l'entreprise, parfois même plus que 80% des charges de l'entreprise. Donc la masse salariale est un facteur déterminant de l'équilibre financier de l'entreprise et sa maîtrise se révèle être la condition de survie de toute organisation. Il n'y a pas que la gestion économique de la masse salariale, il y a aussi la gestion sociale. Les salaires constituent la source principale de rémunération des salariés. De ce fait, sa gestion, c'est-à-dire la gestion de la masse salariale, a des répercussions directes sur le climat social et l'image sociale de l'entreprise. Raison pour laquelle les entreprises doivent accorder non seulement de l'importance à la gestion économique de la masse salariale, mais aussi à la gestion sociale de celle-ci.